Socrate est quelqu'un qui est le premier à avoir décidé à faire de la philosophie dans la cité, et même dit son successeur Platon, qui l'admire profondément et qui met par écrit ce que Socrate n'a jamais écrit, même à la table des financiers. Pourquoi Socrate en entreprise? D'abord, la proposition de Cécile est axée sur la double présence sur le terrain de la philosophie et de la gestion qui m'intéresse. Je pense qu'on peut l'élargir en disant que ce qui concerne la gestion concerne la vie de tous les jours, concerne la vie collective, et pour employer un mot assez classique qui concerne la vie des hommes et des femmes en commun, c'est la vie politique, au meilleur sens du terme. Donc en gros, si on dit philosophie et gestion, c'est un peu, je pense, comme si on disait philosophie et politique. Et ça revient à dire que je crois qu'on peut dire que les entreprises sont des organisations qui sont politiques. À l'heure actuelle, certaines entreprises, pas mal d'ailleurs, ont des budgets largement supérieurs à certains États. Autrement dit, leur puissance d'action, de nuisance ou de bienfaisance est considérable, elle est politique. Et du coup, j'ai trouvé intéressant qu'on remonte à un personnage extrêmement symbolique, très connu de la philosophie, qui est Socrate, et qu'on regarde un tout petit peu pourquoi ça serait intéressant de regarder ce qu'a fait Socrate. C'est très ancien, ça peut faire image d'Épinal, c'est connu et archi-connu, mais c'est intéressant de rafraîchir un peu la connaissance sur certaines choses. Et je rappelle ceci. Socrate est quelqu'un qui est le premier à avoir décidé à faire de la philosophie dans la cité. La cité, c'est la ville d'Athènes, donc dans la vie politique. Et pour ceci, on distingue les pré-socratiques, qui ont réfléchi seuls en général, alors que Socrate prend une décision très importante pour lui-même. Il va réfléchir avec les gens dans la cité, sur l'agora, la place principale de la ville, et même, dit son successeur Platon, qui l'admire profondément et qui met par écrit ce que Socrate n'a jamais écrit, même à la table des financiers. Et donc, la finance et la philo tentent de se rapprocher un peu dès le IVe siècle, à peu près avant Jésus-Christ. Ça se passe très mal. Ça se passe très mal pour la philosophie, parce que les gens estiment, j'en ris, mais la situation est évidemment tragique, estiment que Socrate est un peu trop bavard, et il est tellement bavard qu'on décide de le faire taire définitivement, autrement dit, on le condamne à mort. Peu importe les chefs d'accusation, ce n'est pas l'objet d'en parler ici, mais ce qui est très important, c'est la défense de Socrate. Et c'est autour de ça que je voudrais organiser ma présentation, ma discussion avec vous ce soir. L'argument de Socrate, quand il se défend, consiste à dire « mais j'ai rien fait », comme un enfant, en quelque sorte. Il est quand même, il a 70 ans, il sait bien ce que c'est qu'un enfant à l'âge adulte et autres, mais il est assez joueur. Et il dit « je n'ai rien fait, je n'ai fait qu'aller parler ». Autrement dit, à un moment donné, j'ai appris que j'étais censé être l'homme le plus sage d'Athènes, par l'oracle de Delphes, et je suis allé le vérifier, je suis allé rencontrer des gens. J'ai rencontré des poètes, des artistes donc, j'ai rencontré des hommes politiques, j'ai rencontré des artisans, et j'ai parlé avec eux. Et je me suis rendu compte de quelque chose de très important. C'est qu'en fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et moi non plus, je ne sais pas. Mais j'ai un seul avantage, mais qui est assez radical par rapport à eux, c'est qu'en tout cas, moi, je sais que je ne sais pas. Et ça, c'est très connu, mais vous allez voir l'enjeu, dans la vie quotidienne, c'est capital. En tout cas, Socrate dit, mon seul savoir est celui de mon ignorance. Je pense qu'on ne réfléchit pas du tout assez, c'est trop connu et du coup mal connu, on ne réfléchit pas du tout assez aux enjeux. Donc mon point de départ, c'est de dire ceci, et je formule maintenant avec un vocabulaire de la gestion, vocabulaire économique, d'efficacité, etc., je dirais volontiers ceci, le savoir de l'ignorance est une compétence qui gagne à se cultiver. Une compétence, et elle est non seulement une compétence, mais elle est décisive. Autrement dit, si on creuse encore un peu, je formulerai volontiers en disant la chose suivante, si on croit qu'on sait, on devient très dangereux parce qu'on n'apprend plus rien. Et Socrate signale quelque chose qui, je crois, n'a pas beaucoup vieilli, c'est que la majorité des humains, et je me compte largement dans plein de moments de ma propre existence, on croit qu'on sait et on n'apprend pas. Et quand on n'apprend pas, on peut devenir très dangereux. Je vais le montrer malheureusement, vous allez voir. Il y a un exemple assez radical que je souhaite vous donner pour vous convaincre de la gravité du propos. Autrement dit, je suis venu vous dire, ignorez et vous pourrez avoir un véritable avenir, apprendre, et vous pourrez vous montrer compétent, et vous pourrez vous montrer ouvert. Si en revanche, vous présupposez que vous savez, si nous présupposons que nous ne savons pas en réalité souvent, et nous devenons très très délétères pour les organisations, pour la vie collective, pour la vie quotidienne des uns avec les autres. Autrement dit, il faut cultiver cette idée-là, et je vais vous l'exemplifier dès maintenant. Il y a eu, il y a maintenant 40 ans, une catastrophe une catastrophe effrayante,
C'était en Inde une entreprise américaine, Union Carbide, qui produisait des produits chimiques. Elle avait 2 usines dans 2 villes indiennes différentes, et une usine était située à la ville de Bhopal, et ceci rappelle sans doute la catastrophe, le nom est très connu. En 1984, une usine à la ville de Bhopal, et il y a eu, le 2 décembre 1984, une fuite de gaz, une explosion d'une cuve destinée à produire des produits chimiques, et le résultat, en termes de victimes, est très contesté parce que c'est gravissime, et du coup, Greenpeace s'est mêlé au problème, il y a eu des contestations, accusations dans tous les sens. L'entreprise Union Carbide a accusé les employés de sabotage, ce qui n'est pas vrai. Il y a eu toutes sortes de controverses et ça continue. Et l'usine n'est toujours pas démantelée, 40 ans après la catastrophe, et le nombre de victimes est au moins de 13 000, que ce soit des personnes qui sont décédées des suites du fait de respirer un gaz létal, ou bien handicapées, etc. Donc 13 000 victimes, et vous allez voir que ça se tient à pratiquement rien. Et c'est ça que je voudrais vous illustrer maintenant. Le 2 décembre 1984, une équipe d'ouvriers travaille sur le secteur des cuves, et on est dans une usine de produits chimiques, je viens de l'évoquer, qui va fermer dans peu de temps. Le management, la gestion, donc la direction de l'entreprise, sait que ça va fermer, ils organisent la fermeture, ils commencent à réduire les effectifs de l'usine, et ils se mettent dans une attitude où tout le monde se met à présupposer, vous allez voir là où est malheureusement l'enjeu, il ne peut plus rien se passer. Puisque l'usine va fermer, on a fermé les cuves et le fonctionnement des cuves qui produisent les produits chimiques depuis 3 semaines, tout est parfaitement tranquille, donc il n'y a pas de danger en quelque sorte. On sait qu'il n'y a pas de danger. Et on sait qu'il n'y a pas de danger va s'exprimer de la manière suivante. Vous avez 2 ouvriers qui communiquent une information à 2 autres à un moment donné, le 2 décembre, c'est à 15h, il y a des équipes en 3-8. Et à 15h, 2 ouvriers disent à 2 autres, voilà, on est en train de nettoyer les circuits d'eau qui circulent autour des cuves, je vais préciser l'enjeu, et pour les nettoyer, on fait circuler de l'eau dans les circuits. Alors, pour vous dire à quoi servent ces circuits, de l'eau circule dans les circuits, et de l'eau pouvant être réfrigérée, et du coup, j'ai demandé un petit tableau. J'espère que c'est assez visible, on m'a dit que oui. Voilà une cuve, symboliquement représentée, et vous avez un circuit d'eau qui longe la cuve, et comme l'eau est réfrigérée, ceux et celles d'entre vous qui ici sont scientifiques, et je crois qu'il y a pas mal de monde qui est averti, comme l'eau est réfrigérée, eh bien c'est de l'eau qui est destinée à tempérer les réactions chimiques, parce que quand il y a réaction chimique, il y a élévation de température, et donc de l'eau fraîche circulant autour des cuves permet d'apaiser et de contrôler à peu près une réaction chimique, et donc la production des engrais, ce sont des engrais qui sont produits là, la production des engrais chimiques de l'usine. Donc voilà la destination du circuit. Et donc, je reviens à l'événement du 2 décembre, 2 ouvriers disent, voilà, on est en train de nettoyer les circuits autour des cuves pour démanteler l'usine, et donc, s'il vous plaît, ils disent ça à leurs confrères, à leurs collègues, ouvrez les robinets, les vannes qui font circuler l'eau, je vais symboliser ainsi un petit robinet, ouvrez les robinets, et surtout, vous ne les fermez pas vous-même, parce qu'il faut que l'eau circule assez longtemps pour nettoyer les circuits, et donc, vous attendez 8 heures, autrement dit, l'équipe suivante, à 23h, fermera les circuits. Tout l'enjeu est dans ce que je suis en train de vous dire maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les 2 ouvriers obtempèrent. Autrement dit, 2 collègues disent à 2 collègues « faites ça », et les autres le font. Je fais une parenthèse en m'appuyant sur mon expérience de formateur en formation permanente. J'ai réintroduit depuis quelques années l'étude, dans un cours de philosophie politique, l'étude du livre d'Aristote, du livre 1 de la politique d'Aristote, ce livre majeur sur la pensée politique en Occident. J'ai réintroduit cette étude parce que Socrate, il parle de l'esclavage. Et je vous dis ça parce que je pense qu'on est beaucoup esclaves dans les organisations, autrement dit, on se tait trop. Et l'idéal d'une organisation est souvent que les uns disent « faites ça », les autres le font, et tout le monde se tait. Et ça, c'est catastrophique, et malheureusement, c'est le cas ici. Les 2 ouvriers disent « ouvre les vannes », les 2 autres ouvriers ouvrent les vannes, et c'est la catastrophe. Pourquoi? Et maintenant, je vous donne la raison de l'événement. C'est que le circuit a 2 fonctions. La deuxième fonction du circuit, c'est de remplir les cuves. Et donc, il coule de source, on pourrait dire, et j'ajoute, il va sans dire, et je vais y revenir, que quand on fait circuler l'eau le long des cuves, eh bien, on empêche l'eau de rentrer dans les cuves. Ce n'est pas la même fonction. Et donc, les 2 fonctions sont exclusives. Et techniquement, très simplement, des cylindres métalliques existent à cet effet, qu'on clipse à l'endroit des dérivations d'eau pour empêcher l'eau de rentrer dans les cuves. Je reviens à l'idée du fait que ça va sans dire.
C'est tellement évident pour les deux ouvriers qui connaissent très bien le système. Et je vais vous dire pourquoi les deux autres ne le connaissent pas. C'est tellement évident que pour eux, il va sans dire que quand on fait circuler l'eau le long des cuves, eh ben, on met les cylindres pour empêcher qu'elle rentre dans les cuves. Et donc, pour aller au bout de l'accident, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 8 heures, de l'eau a circulé, mais elle est aussi rentrée dans l'une des cuves qui contenait encore 70% d'un produit qui s'appelle isocyanate de méthyle, et la réaction chimique a commencé sans que personne, pendant 8 heures, ne doute un instant qu'il y avait quelque chose qui se préparait d'absolument catastrophique. Autrement dit, je résume le propos, il y a un manque de langage, un manque de communication, un manque d'explicitation, et je vais en venir à Socrate dans quelques instants. Qu'est-ce qui se passe du côté des ouvriers qui entendent l'information? Pour eux, leurs collègues connaissent très bien le circuit et le lieu ici, et ils ont raison. Les deux collègues qui passent la recommandation connaissent parfaitement la situation, et du coup, vous aurez remarqué d'ailleurs en passant que quand nous connaissons quelque chose, on n'a pas besoin d'en parler, ça va sans dire. Et donc, plus on est compétent, moins on parle. Là, ils ne parlent pas. Les deux autres ouvriers viennent d'un autre endroit de l'usine. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure rapidement, l'usine va fermer, et donc, on est en train de réduire les effectifs. Et du coup, qu'est-ce qui se passe tout simplement? On demande à des gens travaillant dans certains endroits de l'usine d'aller travailler ailleurs pour aider les gens qui manquent, pour remplacer les ouvriers qui ne sont plus là. Autrement dit, les deux ouvriers qui entendent « vous ouvrirez les vannes parce qu'on nettoie les circuits », et là je viens à Socrate, ne savent pas que le circuit a deux fonctions, et j'ajoute, ils ne savent pas qu'ils ne le savent pas. Et ce point est capital parce que si on regarde bien ce que c'est que l'ignorance, je pense qu'on peut observer que le plus souvent, quand on ne sait pas quelque chose, on ne sait pas qu'on ne le sait pas. Alors, on peut creuser, hein, quand on croit qu'on sait et qu'on ne sait pas, là, on est vraiment pas malin. Hein. Mais, et l'ennui, c'est que dans les entreprises, il faut tout, enfin, entreprises ou la vie sociale en général, c'est ce que Socrate a constaté dans Athènes, tout le monde doit faire semblant. Le savoir, c'est la compétence, c'est le savoir. Et du coup, quelqu'un qui dit, bah, je ne sais pas, la déduction collective inconsciente, c'est un imbécile. Mais ça, c'est embêtant. Et c'est pour ça qu'il vaudrait mieux dire, tiens, quelqu'un capable de dire « je ne sais pas », c'est quelqu'un qui se met en route pour apprendre. Ça, c'est positif. Et donc, je reviens sur mon éloge de l'ignorance, mais de l'ignorance connue, pas l'ignorance initiale où on ne sait rien tout court. Mais là, qu'est-ce qui se passe du coup? Regardez donc, les deux ouvriers qui ne savent pas que le circuit a deux fonctions et qui ne savent pas qu'ils ne le savent pas, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils ne posent pas de questions. Alors que, eussent-ils douté un instant, et se serait-il posé la question, tiens, y a-t-il peut-être des choses qu'on ne sait pas? Il est possible qu'il y ait des choses qu'on ne sait pas. Un tout petit peu d'attitude socratique. Ils auraient peut-être demandé, dites, on sait tout, c'est tout ce qu'il y a à faire, on ouvre les vannes. Et là, on imagine une réponse très évidente, un peu honteuse peut-être. Ben non, bien sûr que non. Le circuit a deux fonctions, il faut, vous comprenez, bloquer le truc, vous avez les cylindres ici, vous les clipsez, c'est bon. À cet échange près, je ne vous parle pas de Bhopal aujourd'hui. À cet échange près, 13 000 personnes sont exemptées de la catastrophe que je vous ai dite. Cet échange près, il est capital et j'espère qu'il vous convainc de ceci. Dans une organisation, qu'est-ce qui se passe? Le credo pour faire vite, pour faire efficace, pour être performant, pas seulement dans les entreprises privées, dans la vie sociale, collective en général, et Socrate connaît déjà le problème. Dans la vie sociale, il faut être efficace et savoir ce que l'on fait. Dans la vie politique, il faut des politiques sachants. Dans la vie artistique ou scientifique, des gens sachants. Ici, on a vu la merveille de gens qui cherchent. Mais la vie sociale réelle, on est tous censés savoir des tas de choses. Ça, c'est très dangereux. Et je suis venu plaider auprès de vous pour qu'il n'y ait plus le point d'interrogation au titre de mon intervention. Socrate en entreprise, point d'interrogation. Je souhaite l'enlever pendant cet échange et dire Socrate, oui, en entreprise, partout. Il faudrait, et il ne me reste plus qu'une minute, donc le court terme me rattrape, il faudrait que nous sachions tous travailler sur la base d'échanges et poser des questions, qu'on n'ait pas peur de poser des questions, qu'on n'ait pas peur d'avoir l'air ignorant, et qu'on repère que ne pas savoir, c'est pouvoir apprendre, alors que croire que l'on sait et qu'on ne sait pas, et qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, ça frise le ridicule, mais c'est parfois beaucoup plus grave que le ridicule. J'espère que je suis assez ignorant pour parler, m'entretenir et vous entendre ce soir sur des échanges qu'on va avoir. J'espère avoir le temps de vous signaler juste une dernière chose. Imaginez que quelqu'un sache la taille de ce cercle, le périmètre, c'est la connaissance de son ignorance. Lorsque l'on en sait beaucoup plus, la connaissance de l'ignorance devient béante. Et c'est ça peut-être la vraie sagesse. Merci.